Et donc là, elle parle de trucs. Moi, j'ai noté fun fact parce que moi, c'est des anecdotes que je trouve super. Je sais pas, je trouve ça toujours super drôle. Tu sais, par exemple, il y a des tribus au Kenya qui s'appellent les Kipsigis. C'est des tribus qui apprennent à marcher plus vite qu'ailleurs. Et en fait, l'explication à ça, c'est qu'en fait, ces enfants-là, leurs parents les tiennent dans des espèces de porte-bébés à la verticale. Et ils passent 90% de leur temps en position verticale. Et donc, ils ont un apprentissage plus rapide de la perception de l'équilibre, de ces choses-là, j'en sais rien, quoi. Des trucs que, genre, à une certaine époque, on se dit, c'est sûr, il y aura un chercheur chelou qui aurait été de base dire ah oui, il faut séquencer leurs gènes et comprendre pourquoi ils sont debout plus vite, quoi. Et la réalité, c'est que c'est culturel, quoi. Et de la même manière, il y a le truc de les enfants aborigènes du désert australien ont une meilleure mémoire visuelle. Et en fait, c'est lié au fait de, ils sont dans le désert, donc ils ont besoin de développer une mémoire visuelle pour se repérer parce que les environnements, ils sont plus similaires, entre guillemets, c'est plus difficile de repérer certaines couleurs, etc. Et donc, ça impacte leur capacité par leur environnement géographique. Donc voilà, c'était un peu les fun facts. Ce qu'elle dit aussi notamment, c'est que, et quelque chose que j'ai déjà dit et répété une paire de fois, c'est que toute aptitude et talent est situé culturellement. L'émergence d'un talent, ça se fait pas de rien, quoi. Il y a un contexte, il y a une raison à ça, quoi. Et notamment, au Zimbabwe, il y a beaucoup de sculpteurs qui sont reconnus pour leur capacité à faire des sculptures en serpentine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la découverte d'un gisement là-bas, il y a beaucoup de talents qui apparaissent. Et donc, la première explication, ça a été de dire c'est ouf, comment ça se fait on découvre un gisement là-bas et paf ils sont trop bons en sculpture, les gens du Zimbabwe, incroyable. Ils devaient avoir une prédisposition génétique. La réalité, c'est que pas du tout. Là où ils ont découvert la mine, il y avait quelqu'un qui était propriétaire et qui a dit viendez, vous venez faire de la sculpture, du coup je vous donne des meilleures conditions de vie, je promeux ça. Il y a eu une action politique qui a promu ça, et donc qui a rendu ça connu un peu à l'international, qui a créé une valeur artistique parce que l'art c'est une construction sociale autour de la sculpture en serpentine. Et donc en fait il y a plein de choses qui ont incité à la sculpture. Et de la même manière, elle raconte aussi que les gens qui étaient doués pour la sculpture de serpentine, ils ont incité les membres de leur famille à essayer, à découvrir, parce que c'était aussi un moyen d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi quand tu connais quelqu'un qui sait faire quelque chose, potentiellement, cette personne va vouloir t'apprendre pour partager un truc, etc., quoi. C'est là où tout le contexte culturel, politique, social va influencer, quoi. L'apparition de talents, l'apparition de choses, et que parler de génétique là-dedans, c'est pas très sensé, quoi. Hudson Ball, darwinisme et le racisme. On associe aux personnes noires le fait d'avoir des plus gros os et des plus gros muscles, et donc une plus grande puissance physique. Ce qui est bien entendu un truc raciste. Quand on regarde des personnes antiracistes parler de ça, souvent il y a ce truc de renvoyer les personnes noires à des sauvages, des animaux. Donc même quand c'est un compliment, il y a un truc de ah ouais vous êtes bon en sport, c'est une manière de dire ouais vous êtes des animaux, quoi, vous êtes des. Et donc c'est encore une fois un truc très raciste, quoi. Pour elle c'est ça le moteur de base du racisme, c'est l'essentialisation, quoi. C'est de dire on va partir d'un truc et on va le généraliser à tous les gens de cette catégorie définie, quoi. Que ce soit, je sais pas moi, les juifs qui ont un grand nez, qui travaillent dans l'argent, les Français qui abandonnent les guerres, tous les trucs racistes, culturels, qu'on entend à droite à gauche, là, ça part toujours de essentialiser quelqu'un à son appartenance raciale, genrée, je ne sais quoi, et nationale, et en déduire des traits qui n'ont juste tout bonnement rien à voir, quoi. Et donc ça a évidemment pas de sens d'un point de vue génétique, quoi. Elle dit, pourtant là où ça devient très problématique, c'est que cette tendance à généraliser repose sur l'idée qu'être noir impliquerait un certain type génétique. Alimenter cette idée reçue revient à placer les personnes de peau foncée dans une case étiquetée noire, et à supposer, pour cette raison,
qu'un trait partagé par certains est partagé par tous. Or, pour valider ce déterminisme génétique et l'attribuer à cet argument, il faudrait prouver d'une part que les différences génétiques entre les blancs et les noirs peuvent clairement démontrer des différences athlétiques, et d'autre part qu'il existe des différences systématiques entre les blancs et les noirs. Cependant, on ne peut valider aucun de ces points. La race n'est ni génétique ni biologique, mais une construction sociale en soi. En 1902, l'apparition du terme racisme, race, lui, apparaît au XVe siècle. Donc le concept de race, il est développé pour justifier en fait l'esclavage et la colonisation. Parce que, effectivement, si on dit que les gens sont d'une race, d'une espèce différente, ça permet de mettre à distance et de désensibiliser le sujet, de déshumaniser, et du coup de pouvoir commettre des atrocités et de s'en justifier, quoi. Cette théorisation à prétention scientifique se développe dans le cadre de la constitution d'un savoir visant à classifier et hiérarchiser le vivant. En 1735, le naturaliste suédois Linnaeus, connu pour sa classification du règne naturel en ordre, genre et espèces, invente le terme Homo sapiens, du latin homo pour homme, sapiens pour sage. Et observant que tous les hommes ne se ressemblent pas, publie son ouvrage Système de la nature, dans lequel il divise l'espèce humaine en 4 ensembles avec des caractéristiques attachées. Americus, indien d'Amérique, tenace, content, libre, gouverné par la coutume. Europaeus, léger, vif, inventif, gouverné par des rites. Asiaticus, sévère, hautain, avare, gouverné par l'opinion. Affaire, africain, rusé, lent, négligent, gouverné par le caprice. Un autre ouvrage déterminant pour cette pensée est celui du naturaliste Buffon, Histoire naturelle, publié en 1749. Pour Buffon, le type humain originel le plus proche de la perfection est l'européen, parce qu'il évolue dans un climat tempéré. Les autres types humains sont d'autant plus dégénérés qu'ils subissent des climats extrêmes. Il est donc logique de trouver à la base de la hiérarchie humaine les habitants des extrémités de la planète que sont les Samoyèdes du nord de l'hémisphère et les Hottentots, Khoikhoi d'Afrique australe, qui sont chacun dans leur genre, lourds, grossiers, stupides. Cet ouvrage a joué un rôle particulièrement important dans la formalisation de la nouvelle orthodoxie raciale. On va différencier les races, parce qu'il y a des différentes races, et comme il y a différentes races et qu'on peut les différencier, forcément on va pouvoir les classer. Et on revient à ça encore une fois, c'est que quand on parle de la couleur de peau, ça se rapporte à un gène en fait. Donc le changement de gène, le fait que ce soit héritable, etc. Ça marche bien. Mais par contre, quand on parle d'intelligence, on sait pas dire quel gène, on sait pas à quoi ça se rapporte, on sait pas comment ça marche, et c'est pas l'unique déterminant. Et donc quand bien même en fait on serait capable de dire c'est tel et tel gène qui sont liés à l'intelligence, c'est pas un gène. Donc c'est pas juste le gène qui code pour la couleur de peau, quoi. Donc rien que ça, l'idée elle est con, quoi, de base. Et donc ce qu'elle dit, c'est que d'un point de vue purement scientifique et évolutif, en fait, la notion d'évolution elle se fait sur des échelles de temps tellement grandes que l'humanité en fait ne peut pas. Juste, c'est pas possible qu'une partie des êtres humains se soit développée différemment. On peut pas dire. C'est possible à une échelle très faible, tu vois. C'est quand on va dire les noirs ils sont noirs à cause des conditions de vie, du soleil, de je ne sais quoi. Admettons, mais c'est un gène, quoi. Par contre, des traits complexes, quand on va regarder n'importe quel trait complexe, quoi, qui est pas de l'ordre de juste un gène, ça marche pas, quoi. Donc on peut trouver des trucs de la couleur de peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, ces choses-là qui sont très peu de gènes, mais globalement on peut pas justifier de quoi que ce soit de complexe, quoi. Dès qu'on est de l'ordre de les Arabes c'est des voleurs, déjà c'est faux, parce que c'est un truc très complexe dans la société, etc. Ça n'a pas de sens. Les juifs ils aiment l'argent, c'est faux. C'est juste, il n'y a pas de débat, quoi. Ces trucs-là, ça n'existe pas, quoi. En tout cas, ça n'existe pas d'un point de vue génétique. Tu peux avoir un truc culturel, mais
Et c'est ce qui... C'est le tournant du racisme de notre époque, hein. C'est que pendant très longtemps, il y a eu du racisme bête et méchant, entre guillemets, dans le sens... oui, les Noirs c'est des singes, donc voilà, on peut penser ou dire du mal d'eux. Et maintenant, on en vient à un truc de l'incompatibilité des cultures. Ah, mais c'est notre culture. Tout ça juste pour mettre un semblant de vernis un peu acceptable pour des pensées tout aussi racistes qui qu'ont pas de qu'ont pas vraiment de sens quoi pour 99,9999% quoi, parce que il peut y avoir une pensée un peu raciste qui est culturellement vérifiée. Par exemple, quand on regarde l'exemple qu'elle prenait avant de les Chinois ils sont meilleurs en maths que les Espagnols, mais en fait la question c'est pas les Chinois, c'est les gens qui ont fait leurs études en Chine. Elle dit qu'il n'y a pas de trait biologique exclusif à des populations spécifiques. Qu'en est-il alors des couleurs kenyans? S'il n'existe aucune différence systématique entre les blancs et les noirs, il s'avère en réalité que ce n'est pas le Kenya dans son ensemble qui remporte généralement les médailles, mais des individus d'une minuscule région de la vallée du Rift appelée Nandi. Parce que ça part de la question de comment ça se fait que c'est toujours les Noirs qui gagnent en athlétisme. La réalité, c'est que c'est pas les Noirs, c'est les Kenyans, et c'est pas les Kenyans, c'est les habitants d'une minuscule région de la vallée du Rift appelée Nandi. Autrement dit, le succès dans la course à pied, attribué à tout le continent africain, se concentre sur un tout petit point de la carte de l'Afrique. Les coureurs originaires du reste de l'Afrique n'obtiennent pratiquement aucune médaille. Pour le comprendre, il faut avoir en tête que le Kenya a une altitude moyenne de 1850 mètres. En s'entraînant en altitude, les coureurs de ce pays développeraient la capacité à consommer de l'oxygène avec un rendement supérieur aux autres athlètes du même niveau. De surcroît, leurs entraînements sont parfaitement adaptés à la course à pied de compétition parce qu'ils ont lieu sur des terrains accidentés et souvent en côte, qui forgent aux coureurs de petits mollets. Vraiment, il y a ce truc de en fait, c'est juste les conditions d'entraînement. Et que ils développent dans des conditions de vie qui font que techniquement ils sont obligés d'avoir un meilleur souffle entre guillemets et s'ils font de la course ils vont courir sur des terrains accidentés, donc ça va favoriser le développement des muscles des mollets, donc c'est encore mieux pour la course. Et en fait ça n'a pas grand chose à voir avec leur couleur de peau, leur nationalité quoi. On pourrait avoir des très bons coureurs péruviens pour vaguement les mêmes motifs a priori quoi. Mais derrière il y a aussi l'idée que de toute façon il y a aussi encore une fois l'aspect culturel, c'est-à-dire que une fois qu'un pays est reconnu pour un sport etc, ça va être favorisé. Le fait qu'il y ait des bons joueurs de foot en France, au Brésil, dans certains pays, c'est plus lié à des choix politiques et de l'argent public investi dans le sport et dans certains sports spécifiquement que quoi que ce soit d'autre en général, quoi. Et donc, si de part tu as tes conditions d'existence dans ces zones-là géographiques qui favorisent les capacités d'un tel sport, et que en plus le pays commence à être reconnu en mode oui les Kenyans ils courent trop vite, et il y a un intérêt logique entre guillemets à ce que le pays investisse dans la formation de coureurs etc quoi. Une théorie contrastée plus convaincante et moins dangereuse que les thèses racialistes a également été développée pour expliquer pourquoi les Afro-Américains représentent la majorité des athlètes dans certains sports. Cela réduit à une question de statut socio-économique. Certains Afro-Américains envisageraient leur capacité sportive et leur participation aux compétitions comme un vecteur de réussite. Dans de nombreuses populations précaires, le sport est perçu comme une issue plutôt que comme un loisir. De la même manière, leur statut socio-économique inférieur les limiterait à concourir dans certains sports qui nécessitent moins d'investissement financier en matière d'équipement et d'accès aux installations, comme le basketball, le football et la course. En effet, très peu d'Afro-Américains ont les moyens de pratiquer le baseball ou le hockey, des sports nécessitant beaucoup plus d'équipements qui peuvent être assez coûteux. Ainsi, les Afro-Américains ne représentent que 7,7% des joueurs de la ligue majeure de baseball et sont également sous-représentés dans le monde du hockey.
En près de 100 ans d'existence, la Ligue nationale de hockey n'a en effet accueilli que 70 joueurs afro-américains. Ces résultats étaient l'argument selon lequel le statut socio-économique est une explication plus convaincante de la surreprésentation des Afro-Américains dans certains sports. Encore une fois, c'est sans trop de surprise, c'est-à-dire que ouais, en fait, pour être champion d'équitation, faut déjà avoir un cheval, quoi. Donc, tout le monde n'est pas égal face à ça, quoi. En réalité, ce qui est particulièrement dangereux dans l'explication racialiste, c'est qu'elle est intrinsèquement liée aux croyances essentialistes. L'essentialisme est un courant de pensée selon lequel les individus se définissent entièrement par leur caractère dit essentiel, c'est-à-dire le sexe ou l'origine ethnique, autant de caractères liés à la naturalité. L'essentialisme ne prend donc pas en compte l'environnement ou la dimension sociale pour analyser un phénomène. Sans surprise, les perceptions essentialistes des individus sont étroitement corrélées à leur niveau de stéréotype. Les personnes blanches qui croient aux différences raciales génétiquement influencées ont des niveaux plus accrus de préjugés raciaux. Il est intéressant de noter également que ce sont les personnes dominantes socialement qui sont plus susceptibles d'invoquer des raisons scientifiques pour justifier la structure sociale existante et les inégalités qu'elle engendre. Globalement, l'explication, c'est qu'encore une fois, l'essentialisme, ça pue sa mère et c'est rarement, c'est jamais une bonne explication, quoi. On explique que les Afro-Américains sont pas représentés dans le hockey, c'est parce que leur statut socio-économique. Mais du coup, la question se pose, c'est genre, ok, pourquoi le foot, pourquoi le basket ? Du coup, parce qu'il y a ces infrastructures à disposition, parce que c'est facile de pratiquer, en fait. Ça demande juste d'avoir une balle, et accès aux infrastructures, mais en fait, les infrastructures, c'est les plus communes parce que culturellement, c'est ça qui est un peu partout dans toutes les villes, particulièrement aux États-Unis. Alors en France, on est plus foot que basket, quoi. Mais aux États-Unis, je pense qu'il y a des terrains de basket accessibles un peu partout, quoi. Et puis il y a cet argument que pour sortir de la précarité, il y a une volonté de participer à de se lancer dans le sport professionnel. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de la précarité en devenant des athlètes professionnels. En France notamment, si on regarde le foot, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants particulièrement ont grandi dans des situations particulièrement riches, quoi, et donc ça fait les transfuges de classe, etc., quoi. Mais c'est dans un milieu très particulier parce que c'est perçu comme une possibilité, quoi. Pourquoi évoquer tout cela alors que la question de la race peut nous paraître aujourd'hui caduque et révolue ? Et c'est là qu'on voit qu'elle... moi je trouve que c'est vraiment un livre de vulgarisation destiné à des hommes blancs pas très conscients de ce qui se passe autour d'eux, parce que il y a vraiment des trucs, c'est genre la question de la race peut nous paraître aujourd'hui caduque et révolue, et je pense que elle, en tant que femme racisée, elle sait que c'est pas vrai du tout, tu vois, mais elle part d'un truc en mode vous savez peut-être pas, mais en fait ça existe encore, le racisme. Bref, je sais pas, moi je trouve ça trop drôle comme formulation. Mais la première raison de toute évidence est que l'essentialisation est une forme de racisme ordinaire à combattre. La deuxième, c'est que jusqu'à ce jour, la pensée raciste continue de répandre ces théories qui ont pourtant été réfutées depuis des décennies. Dans un article de la revue Mouvement paru en 2007, le philosophe Étienne Balibar évoquait le retour de la race, un retour qui s'opère non pas de manière explicite avec les mots du 19e siècle, mais avec un autre visage et sous d'autres noms, témoignant avec force d'un phénomène aussi diffus qu'inquiétant, la banalisation sociale et culturelle de représentations qui rapportent à l'origine et à la descendance des mentalités ou des aptitudes individuelles ou collectives supposées. En ce sens, le racisme non seulement est toujours là, mais il a acquis dans nos sociétés une nouvelle virulence. L'idée que le QI est un produit de nos gènes plutôt que de notre environnement revient ainsi en force dans notre société moderne. En 2014, Nicholas Wade, un ancien correspondant scientifique au New York Times, a publié A Troublesome Inheritance, un héritage gênant, un livre dans lequel il reprend des notions phares de la science racialiste. Il défend l'idée qu'il existe de profondes divergences biologiques entre les groupes humains, que les cerveaux ont évolué différemment d'un groupe à l'autre et que cela est soutenu par la variation entre les moyennes ethniques et raciales dans les scores de QI.
Dès sa parution, le livre de Nicholas Wade a incité 139 des plus grands généticiens des populations et théoriciens de l'évolution au monde à signer une lettre dans le New York Times accusant Wade de détourner la recherche de leur domaine, et plusieurs universitaires ont proposé des critiques plus détaillées. Pourtant, les groupes extrémistes très attentifs au développement de la recherche génétique continuent de propager ces idées, et il semble encore peu probable que la science raciale disparaisse de sitôt. Y a l'instrumentalisation du QI pour dire, ah bah regardez, vous voyez, les Africains, forcément, ils sont moins intelligents, etc. quoi. Et bon, de la merde. Examiner les récits des tests de QI, parce que justement, ça commence à poser des questions, quoi. Le QI, en quoi c'est... Est-ce que c'est un truc justifié? Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de QI, on se rend compte que les riches, ils ont plus de QI, les blancs, ils ont plus de QI, les hommes, ils ont plus de QI. Et en fait, il y a un truc de... c'est toujours... ça vient toujours justifier l'ordre social, quoi. Ouais, ça vient dire que, bah... à chaque fois, c'est genre, bah vous voyez, ce truc qui semble inégalitaire et pas juste, mais en fait, le QI prouve que ça marche. Et tu dis, ouais, c'est bizarre quand même, votre truc. Dans un livre qui est à la fois une analyse du mouvement des tests de QI et une anthologie d'articles originaux, l'historien Clarence Carrière soutient que l'utilisation de tests d'intelligence comme moyen d'établir une méritocratie est devenue une méthode de justification sociale des différences de classe et des discriminations basées sur le sexe et la race. La mesure de l'intelligence devient dès lors une façon de persuader une personne de sa propre valeur sociale, d'amener les gens à accepter la position particulière qu'ils occupent dans la société, de les convaincre que celle-ci est le reflet de leur mérite individuel. Il n'y a peut-être pas de stabilisateur de classe sociale plus fort au sein d'un système de classe sociale hiérarchiquement ordonné que la croyance, de la part de la classe inférieure, que sa place dans la vie n'est vraiment pas arbitrairement déterminée par le privilège, le statut, la richesse et le pouvoir, mais est une conséquence du mérite distribué de manière équitable, déclare Carrière. Ainsi, à mesure que l'utilisation des tests s'est répandue dans les écoles, visant à séparer les élèves en différents groupes scolaires, ils sont également venus renforcer les différences ethniques et de classe sociale aux yeux de ceux qui ont promulgué une doctrine de l'intelligence innée. Le rôle de la société serait de sélectionner les individus naturellement faits pour dominer et de les préparer au mieux pour qu'ils occupent et maintiennent leur position de pouvoir. Il apparaît donc clairement que le QI est au mieux une construction suspecte, mais allons y regarder de plus près. Donc le QI, c'est pas un truc qui est fixe tout au long de la vie. Si vous faites un test de QI à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, etc., c'est un truc qui évolue. Vous allez... Enfin, je veux dire... C'est genre juste naturel en fait, ne serait-ce que de se dire vous faites ce test fatigué, pas fatigué, vous allez avoir des résultats différents. Enfin, c'est un test qui est déjà de base imparfait dans ce sens-là où vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats, même si vous le faites 2 fois d'affilée peut-être. Et donc, déjà, pour naturaliser la notion d'intelligence, c'est déjà bon. Autant on peut imaginer que l'intelligence des gens varie toute la vie, mais aussi varie selon leur état de fatigue, etc. Ça semble un peu... ça semble un peu bancal, même si, bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas de preuve dure que c'est vraiment nul, quoi. Qu'on se rend compte à la part des études qu'on peut s'améliorer à son test de QI en s'exerçant spécifiquement pour ça. C'est-à-dire que c'est pas de dire qu'on développe notre intelligence en faisant des tâches. On peut faire des trucs complètement cons qui vont nous aider à nous améliorer pour les tests de QI, quoi. Donc ça montre déjà que, ok, c'est un peu bizarre, quoi, comme mesure de l'intelligence. Et aussi, on remarque que c'est aussi très lié, on l'a vu plusieurs fois, au statut socio-économique. Donc, encore une fois, on n'a pas de preuve pour l'instant de dire que c'est de la merde, mais ça sent pas très bon comme idée, quoi. Le truc de dire les riches ils sont plus intelligents que les pauvres, bon, on sait pas, quoi. Et en 2017, il y a une étude qui montre que les aides sociales perçues en 1980 aux États-Unis a permis une augmentation du QI des gens. Donc ils ont été rechercher les petits-enfants des gens qui ont perçu ces aides, et ils se rendent compte que leur QI a augmenté plus que le QI n'augmente partout ailleurs dans la population. Parce que de manière générale, le QI augmente un peu de partout tout le temps. Et donc, cette étude, elle fait penser qu'a priori, du coup,
ces aides sociales-là, elles ont eu un impact. Alors encore une fois, corrélation n'est pas causation, mais bon, on a quand même un peu tendance à penser que ouais, là, il y a une causalité entre le fait que des gens ont perçu des aides sociales, leurs conditions de vie se sont améliorées, ce qui a fait que justement leur statut socio-économique s'est amélioré. Et comme il y a une corrélation et donc probablement un lien entre statut socio-économique et QI, ça semble plutôt cohérent de se dire ok, donc plus on est riche, plus notre QI s'améliore. Est-ce que c'est parce que les gens intelligents sont riches ou les riches sont intelligents, ou un autre lien un peu plus caché? Bah, on ne sait pas encore dire exactement, mais déjà on sent que globalement il y a un truc, quoi. Et puis ce qu'elle nous dit, donc voilà, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que ils ont montré qu'en fait le QI c'est quelque chose qui va permettre d'évaluer en fait un niveau d'abstraction entre guillemets. Donc c'est la capacité à faire des tâches où on a besoin de conceptualiser les choses. C'est-à-dire que quand on réfléchit à des choses abstraites, typiquement, moi par exemple, qui suis dans un métier où je fais de l'ingénierie informatique, je réfléchis à des choses, à des algorithmes, à des choses qui sont pas physiques et tangibles entre guillemets. Et donc faire ces tâches-là, ça nécessite une pensée abstraite qui est mesurée par le QI. Et donc c'est pas vraiment très étonnant au final de se dire que les sociétés occidentales ont une amélioration de leur QI parce qu'en fait de plus en plus on vit dans des sociétés où les choses se sont tertiarisées, donc c'est-à-dire que on fait des métiers de service, des métiers intellectuels et moins des métiers de pure production. Et donc c'est normal en fait que la capacité à réfléchir de manière abstraite soit améliorée. De la même manière, on utilise des outils très abstraits dans le sens où, par exemple, si on regarde une personne âgée, on lui met un smartphone entre les mains, elle galère de ouf. Les enfants, ils ont ça dans les mains depuis vachement tôt. Et c'est des choses un peu abstraites, c'est un fonctionnement. Je veux dire, c'est pas forcément logique, quoi. Faire fonctionner un ordinateur, un téléphone portable, etc. C'est des choses, oui, complètement abstraites et qui ont besoin d'être pensées comme telles. Donc c'est logique en soi, cette amélioration du QI dans ces zones-là. Et c'est aussi logique de se dire que dans les zones qui sont décrites comme regardez, l'Afrique, leur QI, il est bas, ça veut dire qu'ils sont bêtes. En fait, non, c'est juste que c'est des gens qui sont dans des zones où les considérations de la vie de tous les jours et les questionnements qu'on se pose sont de l'ordre plus pratique, quoi, de produire des choses, d'avoir des travaux plus manuels, d'avoir parce que aussi la colonisation, où des gens sont venus et sont arrivés en disant nous on va vous dire comment travailler, vous faites ça, nous on vous supervise, on récupère les profits et vous galérez. Et donc c'est des gens qui sont dans des positions où ils ont un peu moins ce truc de travail intellectuel, quoi. Il y a des études qui ont montré aussi que en suivant l'évolution de la courbe de QI, on se rend compte que la courbe, notamment aux États-Unis, il y avait un gap entre les noirs et les blancs, mais ce gap il se réduit au fur et à mesure. Parce que, en fait, en tout cas moi c'est mon hypothèse, c'est que petit à petit le racisme se réduit, les personnes noires peuvent accéder à des meilleures conditions de travail, des travaux plus intellectuels, mieux payés, des meilleures conditions de vie, et donc améliorer leur capacité de penser en abstraction, parce que dans un pays développé, c'est directement relié à vos conditions de vie et votre métier, etc. Mais il existe encore parce que de base, quand on regarde les personnes noires aux États-Unis, c'était des esclaves qui étaient au champ de coton, aux travaux manuels, etc. Et les personnes blanches, c'était alors il y avait des prolétaires, hein, mais c'était aussi les maîtres qui
qui eux géraient l'exploitation et donc avaient une pensée financière, commerciale, je ne sais quoi, qui était effectivement plus dans l'abstraction, quoi. Et donc par reproduction sociale, c'est pas étonnant de se dire qu'il y avait des différences de QI et que maintenant ces différences de QI régressent, quoi. Donc elle revient à la question de ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait des sciences génétiques? Donc en fait, assez facilement, on se retrouve à dire que toutes les conclusions génétiques, à chaque fois, on dit bah ouais, mais c'est de la D, quoi. C'est de la merde, c'est des mauvaises idées, faut les soit les nuancer, soit changer complètement, mais ça peut pas marcher comme ça, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce que ça veut dire que la génétique c'est nul et ça explique rien? Et en fait, son truc, c'est de dire, encore une fois, et c'est vraiment le truc à garder en tête, c'est que la génétique, c'est intéressant. Quand on parle d'un trait simple qui est la couleur de peau, la couleur des yeux, des cheveux, qui sont ramenés à très peu de gènes, ça a du sens. Parce que, du coup, il y a une hérédité facile et tout. Par contre, dès qu'on parle de 3-4 gènes, si on parle de 3-4 gènes, votre père et votre mère vous donnent la moitié des gènes, etc. Déjà, le fait que si votre père a ces 4 gènes-là, votre mère en a aucun de ceux-là, on peut très facilement arriver à un truc où on se dit, y a la moitié des... Enfin, il faudra faire les maths pour pas dire de la merde, mais il y a plus que la moitié des chances pour que, avec 4 gènes qui interviennent, ce soit pas pertinent pour regarder l'héritabilité d'un trait, quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait des sciences génétiques? Donc la notion à prendre en compte, c'est est-ce qu'on parle d'un trait simple ou d'un trait complexe? Et là, on peut parler de génétique de manière pertinente. L'idée, c'est est-ce que la science de génétique c'est une mauvaise science, c'est une science interdite, qu'il faut pas le faire? Et donc vraiment la conclusion c'est la génétique c'est pas un problème en soi, le problème c'est vraiment la pensée réductionniste. Et c'est le cas pour la génétique, c'est le cas pour les neurosciences. Quand elles parlent du truc de on utilise 10% de notre cerveau, c'est un peu une connerie. Donc c'est le problème d'être réductionniste qui mène à des pensées absurdes, quoi. Et le réductionnisme, dans le cadre de la génétique, ça mène d'autant plus à des trucs qui puent parce que la génétique, ça a une histoire et c'est très collé au truc de la race, la supériorité raciale. Ce qu'on en conclut de tout ça, c'est que les gènes, on a vu qu'ils avaient une influence, ne serait-ce que sur les cas extrêmes, ça semble évident, mais c'est pas de l'ordre du déterminisme. C'est-à-dire que quand on va comparer, quand notre étude elle nous montre qu'il y a des gènes qui sont associés à l'intelligence de plus ou moins près ou loin, si on regarde en comparant deux personnes qui sont dans des classes sociales élevées, on voit la différence. Sur des classes sociales basses, on la voit pas. C'est que ça a une influence, mais ça détermine pas grand-chose au final. D'une part, ça se voit plus dans les classes élevées, mais d'autre part, en plus, on a montré aussi que une personne qui a pas les bons gènes, qui est dans les classes élevées, a une meilleure réussite financière, sociale, etc., qu'une personne qui a les bons gènes dans une mauvaise classe sociale. Donc, globalement, on en est à dire que ça a une influence, mais elle est relativement minime sur l'ordre social, quoi. Donc, il n'y a pas de déterminisme, quoi. Du coup, si le talent, il n'est pas inscrit dans les gènes, si on peut pas dire telle personne, elle est née avec le don pour ci, pour ça, etc., on peut pas déduire l'héritabilité des gènes, quoi, du talent, quoi. Et ce qui amène à la question d'une autre croyance populaire, c'est est-ce que le talent, ça s'acquiert par le travail? Et donc, sa deuxième partie, la partie suivante, qui est le talent dans la sueur.